l'impression que cette guerre en Ukraine, on a l'impression qu'elle ne s'arrêtera que jusqu'au dernier Ukrainien. C'est terrifiant, tous les jours, des massacres, des morts, des milliers de morts. Et on a l'impression que ça ne s'arrête pas parce que, je ne sais pas, personne n'a envie que ça s'arrête. Ou on se dit, mais attendez, il y a quand même... Personne ne pense aux négociations. On dit on donne 1 milliard par-ci, 10 milliards par-là, l'OTAN... Poutine qui dit, bah écoutez, aujourd'hui c'est l'OTAN et l'Europe, on veut tuer l'Europe, etc. Alors, François Martin, bonjour. Bonjour André. Alors François Martin, vous avez écrit un livre remarquable que je conseille, L'Ukraine, un basculement du monde, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. C'est ça. Vous êtes géostratège, vous êtes le groupement professionnel HEC géostratégie et HEC globalisation, c'est bien ça. Mais je voudrais en quelques mots, enfin en quelques phrases, François Martin, qu'est-ce qui se passe? On nous avait annoncé une contre-offensive, elle a eu lieu, mais apparemment c'est une espèce de jeu de massacre ou de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ou de tir au pigeon, si l'expression n'allait pas du tout là, dans ce contexte. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit les chars français arriver, tous les chars, les léopards, etc. Et puis ils se font détruire au fur et à mesure. Alors, il y avait une vidéo qui circulait sur Internet hier, où on est allé voir du côté russe. Et alors on interrogeait un soldat russe qui disait, mais vous nous prenez vraiment pour des imbéciles pour penser que on s'est pas préparé alors que ça fait 6 mois qu'on attend cette contre-offensive. Donc je dirais que déjà, la première chose, comme dit Tadei, c'est d'être capable de penser contre soi-même. C'est ce qu'on n'est pas capable de faire. On se demande jamais quelles sont nos propres erreurs dans nos médias, et on se demande jamais quelles sont les qualités des Russes. Alors, on peut pas gagner déjà. Ça, c'est la première chose. Il y a un problème systématiquement. Ouais. Systématiquement, on dit, ah ben on va faire une contre-offensive. Mais alors attends, qu'est-ce qu'ils ont fait en face? Faut peut-être se poser la question. On voit jamais ça. Alors, les Russes le savent parfaitement. Les Russes sont prêts depuis longtemps. Nous, on intègre des matériels. Enfin, nous, l'Occident intègre des matériels nouveaux que les types savent pas utiliser. Pour construire une armée digne de ce nom, il faut agréger les chars, les drones, les avions, tout ensemble. Et c'est surtout la connectique qui est difficile, et l'habitude de travailler ensemble. Alors, on livre des chars, et puis on livre d'autres choses, et puis on livre ci, on livre ça. On a regardé que depuis des semaines, les Russes ont tapé systématiquement les arrières. Il y a une grosse bataille de l'arrière dont on n'a pas parlé. Le problème, c'est qu'on ne voit pas détruire les arrières des Russes, parce que les Russes ont les meilleures défenses anti-aériennes du monde. Mais ils ont tapé les munitions anglaises à sous-munitions, etc. Ouais. Ils ont tapé... Dès qu'on fait une contre-offensive, il faut regrouper des armes. Donc les Russes ont tapé tout ça. Donc ils ont déjà dévitalisé pratiquement une bonne partie de l'armée ukrainienne. Bien sûr. Alors, du côté ukrainien, ils ont absolument besoin c'est le Moloch médiatique qui oblige à toujours faire quelque chose pour avoir l'air de montrer qu'on existe. C'est pour ça qu'ils ont annoncé la contre-offensive des mots. On n'annonce pas une contre-offensive. Bien sûr. On l'a fait. Enfin, bien sûr, c'est pour ça. C'est pour ça, absolument, c'est pour ça. C'est le Moloch médiatique. Vous dites tout ça, c'est pour la communication. C'est pour la communication. Et puis pour avoir des subventions. Pour avoir des subsides, parce que, comme je le montre dans mon livre, il y a une grosse partie de détournement d'argent, de matériel, y compris chez les Américains d'ailleurs, où il y a énormément de gens qui gagnent de l'argent là-dessus. La guerre, je rappelle que la guerre est, pour 95% des gens, c'est l'horreur absolue, mais pour quelques personnes, c'est le paradis absolu, parce que c'est le règne de l'arbitraire absolu. On peut tuer qui on veut, on peut excroquer qui on veut, on a le monopole de l'entrée des ports pour ces produits qu'on va vendre à 1000%. Moi j'ai vu ça en Angola, on vendait à 1000, 10 000% le riz, les produits de première nécessité. Donc c'est la meilleure façon de faire fortune. Voilà. Ouais. Donc, pour 5% des gens qui se foutent totalement de savoir s'il y a des milliers de morts ou des dizaines de milliers de morts. Bien entendu. En plus, il y a un élément qu'on n'a pas compris qui est très important à comprendre. Je pense que c'est peut-être l'essentiel. Oui. C'est que Poutine ne fait pas une guerre de décapitation, mais il fait une guerre de dévitalisation. C'est pas du tout la même chose. Nous, on est habitués aux guerres, à la guerre napoléonienne. On fonce, on fait une grande bataille, on gagne, on fait sauter le régime. Bon, Poutine fait la guerre. J'ai lu ça chez Bernard Wicht. Poutine fait la guerre d'Espagne de Franco, en fait.
Franco, à un moment donné, a eu le choix de prendre Madrid ou de prendre Tolède. Madrid était mal défendu, Tolède était très bien défendu, il a attaqué Tolède. On a dit que c'était un mauvais général. Et il a répondu des années après en disant « À quoi m'aurait-il servi de faire sauter ce régime si à l'intérieur de la population, j'avais eu tout l'ennemi de l'intérieur pour me faire tous les républicains radicaux à l'intérieur pour m'empêcher de gouverner. Il fallait d'abord que je les massacre à travers la guerre pour pouvoir ensuite avoir un pays entre guillemets pacifié. » Alors donc oui, c'est ça que il fait n'a pas Poutine. attaqué Kiev, Non, Poutine. Non, mais par contre, son objectif, c'est tous les ukro-nazis, en fait. C'est cela, son véritable objectif. Et derrière cet objectif-là, il y a la dévitalisation de l'Occident. L'OTAN a annoncé hier qu'il n'avait plus de munitions. Il faut bien comprendre que lorsqu'on a fait une OPEX en Irak, on tire 600 obus par jour. Les Ukrainiens, OPEX, nos opérations extérieures. C'est ça. Les Ukrainiens, ça c'est Jacques Beau qui l'explique, les Ukrainiens tirent 4000 obus par jour. Et les Russes tirent 40 000 obus par jour. 40 000. Donc c'est Tyson avec en face un petit gamin de 80 kilos. Alors on a beau de lui mettre des stéroïdes dans tous les... Il y a la population, il y a les armes, il y a tout cela. C'est un rouleau compresseur. Voilà. Mais qui ne veut pas en fait tout envahir. C'est pas le problème. Du tout. Pas du tout. Ils font une guerre de... comment dire ça c'est une de vampirisation, je vais dire ça. Voilà. C'est ça la guerre. On aspire tout ce qu'on peut, on le tue, on l'écrase, et l'Occident produit en un mois. L'Occident produit en un mois les munitions que les Russes tirent en un jour. L'Occident produit en un mois ce que les Russes tirent en un jour. Voilà. Mais comment ça se fait que l'Occident, qui est quand même richissime, n'a pas les moyens Parce que l'Occident s'est tourné depuis longtemps vers les opérations extérieures parce qu'elle pensait qu'il n'y aurait plus jamais de guerre de ce type-là. Donc eux, ils ont conservé les lignes de production pas chères, très longues, etc. etc. Ils produisent à plein aujourd'hui, et nous, on ne sait pas faire. On s'est tiré avec des canons César très précis, on sait, etc. etc. Et les avions dont on nous promet l'arrivée ne changeront rien. Parce qu'en fait, le vrai problème, il y a plusieurs problèmes de l'avion, mais l'un des principaux problèmes, c'est que pour 20 avions, d'après ce que je comprends, il faut 500 mécaniciens. On les met où ? Si on les met en Irak, si on les met en Ukraine, le lendemain, la base est détruite par les Russes, qui tirent où ils veulent, comme ils veulent. Et si on les met en Pologne, Poutine a déjà prévenu que c'est les Polonais qui allaient prendre. Parce que les Polonais, du coup, seront directement belligérants. Et ce sera le démembrement de l'Ukraine. Bien sûr. Si ça arrive. Bien sûr. On va continuer. Où en sommes-nous de ce basculement du monde? On en parle, on a commencé à parler justement de cette guerre de dévitalisation menée par Poutine et cette guerre un peu tous azimuts. Comment réagit l'Occident? François Martin, vous êtes président du groupement professionnel HEC Géostratégie et vous avez écrit un livre tout à fait remarquable, L'Ukraine, un basculement du monde, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors François Martin, c'est quoi ce basculement du monde qui se passe sous nos yeux? Alors, comment on peut le résumer? Il s'est passé depuis longtemps, mais simplement on l'a pas vu. Et la guerre d'Ukraine a donné à la fois une accélération et je dirais une ouverture du regard pour ceux qui voulaient bien voir. Et à mon avis, le moment vraiment tectonique, c'est au moment où on a demandé à l'ensemble des pays de la communauté internationale de condamner l'Ukraine et de donner la Russie et de sanctionner. D'abord, ils n'ont pas condamné, semble-t-il. Moi, j'ai dit condamné, mais un de mes lecteurs m'a corrigé en disant qu'on a déploré. C'est déjà très différent. On déplore, c'est pas condamné. Et surtout, quand les Occidentaux ont décidé de voter les sanctions, 80% des pays du monde ont dit, finalement, nous, non. Donc on part tout droit. Nous on part tout droit. Le chef part devant avec la pique et il y a les 150 types derrière qui disent on y va, suce à l'ennemi. Il se retourne, il y a 10 types derrière et les autres ils disent finalement nous on n'y va pas. Ouais. Donc je pense que Poutine a gagné la guerre à ce moment-là. C'est Soubise qui cherche son armée. Voilà. Oui, mon armée. Et en plus de ça, quand on sanctionne un pays qu'on veut lui faire un embargo, si je fais l'embargo avec le pays et que tout le monde fait l'embargo, il est sous embargo. Mais si je lui fais l'embargo et que personne n'y va sauf moi, c'est moi qui suis sous embargo en fait. Donc en fait, c'est ce qui s'est passé.
on s'est mis sous embargo nous-mêmes, en fait. Voilà, c'est ça le système. Alors, et en quoi ça, alors, qu'est-ce qui a basculé? Parce que on a vu effectivement ce monde multipolaire apparaître, qui était déjà là, mais enfin, les BRICS et tout ça. Ce qui est basculé, c'est énorme. C'est-à-dire que, par exemple, l'ensemble des pays Afrique étaient depuis toujours, moi je connais très bien l'Afrique, j'y suis né, j'y ai vécu, etc. C'était le paillasson de l'Occident. On allait leur dire, maintenant vous votez comme ça à l'ONU parce que sinon vous n'avez pas vos subventions. Et là les Africains disent, c'est votre affaire, c'est pas la nôtre. C'est énorme. MBS, Mohamed Ben Salman, qui vient d'être reçu, à qui on disait, espèce de salopard, tu découpes tes opposants en rondelles, etc. Il reçoit Biden, qui vient lui demander d'augmenter les quotas de pétrole. Il dit non seulement, et c'est même pas lui qui lui répond, c'est son ministre des Affaires étrangères, qui est son frère, qui dit nous déciderons en fonction de nos propres intérêts. Ça veut dire va te faire cuire un œuf en arabe avec l'accent. Alors que l'Arabie Saoudite et les États-Unis, enfin, c'est le pacte du Quincy qui est brisé. C'est énorme. Et c'est dans le monde entier, c'est un peu ça en ce moment. Alors, bien sûr, c'est ça. Et derrière cet abandon du pacte de Quincy, il y a un phénomène qui est gigantesque, c'est la décision des Saoudiens de se faire payer en yuan leur pétrole. Parce que, en fait, le système américain qui consiste de post-Bretton Woods, qui consiste à supprimer il tient sur quoi? D'être la monnaie du monde. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est comment je la fais circuler. Oui, mais si je la fais circuler en disant, vous, chers Européens, qui avez besoin de pétrole, vous allez payer votre pétrole en dollars. Ça veut dire, moi, je peux fabriquer tous les dollars que je veux. Vous êtes obligés de les prendre. Donc, mais la dictature du dollar était complète jusqu'à il y a quelques mois. Les États-Unis viennent de perdre la maîtrise de leurs clients piégés. Et ça, pour un commerçant, quand on perd la maîtrise de son client piégé, c'est mortel. Parce que votre client peut vous dire, attends, moi, je ne vais plus acheter chez toi, je vais acheter chez l'autre. Jusqu'avant, c'est ce qui nous est arrivé en 89. La chute de la France, c'est 89, parce que l'on avait un client piégé qui s'appelait l'Allemagne, et du jour au lendemain, l'Allemagne a été capable d'aller retrouver ses sources d'approvisionnement à l'Est, et nous, on n'a pas réagi. Ce jour-là, on est mort. Voilà. Et on n'a jamais cessé de faire des déficits depuis l'époque. C'est ce qui est en train de se passer avec les États-Unis aujourd'hui. Alors, qui en profite? La Chine, évidemment, la Russie va en profiter, le Moyen-Orient va en profiter, l'Inde va en profiter, etc. Mais bien sûr, tous ces pays-là. Lula, qui a dit, moi, j'y vais pas. Et alors, l'autre phénomène qui est gravissime, c'est la situation de l'Europe. Parce que ça... en quoi est-elle gravissime? Elle est gravissime parce que Éric Branca rappelle dans L'Ami américain que les Américains ont toujours poursuivi, depuis la guerre, 2 stratégies contradictoires en parallèle pour choisir la meilleure à la fin. Ils ont en même temps choisi de se mettre avec les Russes contre les nazis, et en même temps, ils essayaient de négocier avec les nazis pour les retourner, pour attaquer les Russes. Ensuite, ils ont financé l'OAS et le FLN en même temps. Ils ont financé Khomeini et ils ont financé le Shah en même temps. Et là, ils ont 2 objectifs en parallèle. L'un, c'est de détruire la Russie, et l'autre, c'est de se servir de cette guerre pour détruire l'Europe et partitionner l'Europe et la manger. Est-ce que ce n'est pas je dirais pas un complot, mais est-ce que ce n'est pas un fantasme? À votre avis, c'est totalement 50%, basé. je réponds simplement, 50% des ETI allemandes, sur le dernier sondage, ETI, c'est les entreprises, les PME, de taille intermédiaire, cherchent à déménager pour aller où? Aux États-Unis. Le fait d'avoir arrêté le gaz bon marché, c'est la mort de l'Europe, tout simplement. Si on n'a plus la jugulaire avec le sang, on est mort.